Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en présence de Noël Lamy qui est spécialiste en psychanalyse transgénérationnelle et psychogénéalogie. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon. Alors justement vous allez nous expliquer s'il y a une différence entre les deux, quelle est cette différence? Alors c'est une différence relativement sémantique tout de même. Et que les professionnels de la psychanalyse transgénérationnelle ont mis en exergue et à laquelle ils tiennent énormément. La psychogénéalogie va mettre des liens, va appuyer sur les liens entre les générations et les répétitions. Elle ne va pas aller explorer tout l'inconscient familial qui se révèle au travers de ces répétitions. Elle va le prendre en compte, elle va mettre les liens. Est-ce qu'elle va trouver du sens toujours? Pas nécessairement. Elle va dire, puisqu'on en a conscience maintenant, on peut commencer à penser qu'on entre dans un espace de guérison. Le psychanalyste transgénérationnel, il va vous dire « Ah oui, mais si vous avez fait telle pathologie à tel âge, ça signifie telle chose, et donc nous allons pouvoir attraper ce fil rouge et aller chercher dans la génération du dessus une grand-mère, une arrière-grand-mère, un grand-père. » D'accord. Et donc vous utilisez ces deux sciences, entre guillemets, l'une complétant l'autre. Voilà, pour aider vos consultants, voilà. Je ne sais pas si on pouvait dire patient, client, consultant. Oui, j'ai beaucoup hésité, je trouve que consultant, c'est encore ce qui se révèle le mieux. C'est vrai. On travaille avec des rêves aussi, on travaille avec un inconscient. C'est pourquoi je travaille dans une posture qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser. Écrire debout, c'est pas... Moi j'ai des gens qui se reculent et qui disent « Mais j'arrête pas de faire des fautes, mais ça m'intéresse vos fautes. » Mais j'ai mon trait là, mais ça m'intéresse. Et là ça parle. Et on fait parler l'inconscient. Et on utilise des notions de psychanalyse comme les notions de transfert, de contre-transfert, de transfert positif, de transfert négatif. On utilise ça. En psychogénéalogie pure, on ne va pas être aussi bien formé à utiliser tout ça. D'accord. Et alors, est-ce que on va chercher donc dans l'histoire de nos générations précédentes, de nos aïeux, est-ce que c'est important pour réussir à trouver la source de notre problème? Est-ce que c'est important de connaître l'histoire de nos ancêtres? Si votre problème vous bloque vraiment votre vie, si votre problème fait que vous avez des difficultés récurrentes, par exemple, à trouver un travail, à vous installer dans un endroit qui vous convient, à mettre un enfant au monde, à rencontrer l'homme de votre vie, si vous avez un vrai problème de place et que ça vous perturbe, oui, ça peut être intéressant de savoir si vous n'êtes pas en train de répéter quelque chose qui s'est déjà passé dans les générations d'avant. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous sommes la concrétisation du projet de vie de nos arrière-grands-parents. Tout un programme. Donc, il faut 4 générations pour déterminer 3 espaces de temps. C'est un vrai problème d'Atterley. Pour déterminer 3 espaces de temps pour que l'inconscient de l'arbre familial amène à la réalisation un projet qui a pris naissance dans la 4e génération au-dessus de nous, donc nos arrière-grands-parents. Mais ça, c'est très difficile de connaître l'histoire de nos arrière-grands-parents. En fait, non. Ah. En fait, non, parce qu'on a à notre disposition des outils extraordinaires, dont un qui est carrément un juge de paix, qui est l'état civil. D'accord. Et l'état civil, il n'y a rien à faire. On ne triche pas sur un acte. Et là, quand vous parlez d'état civil, vous parlez de naissance, de mariage et de décès? Oui. Et ça peut... Des fois des divorces. D'accord. Des fois des actes de reconnaissance paternelle ou des fois des actes d'adoption. Tout ce qui va concerner l'état civil d'un individu. Et ça, c'est extrêmement parlant déjà. On va lire un acte dans son intégralité, surtout pas des extraits. Parce que l'intégralité va nous dire si les parents étaient là, quel âge ils avaient, quel métier ils faisaient, qui était témoin. Et si ce témoin du mariage, c'est aussi le témoin du premier, du deuxième et du troisième enfant. Ah, d'accord. Qui était cette personne? Le prénom du témoin. Et si jamais le premier enfant, il a le prénom du témoin? Ah oui, d'accord. Qui est donc cet homme ou cette femme? Okay. Alors on a comme ça un 6e sens qui se développe. On part à la recherche d'une histoire, la sienne,
avec une casquette identique à celle de Sherlock Holmes, et on va chercher les secrets. D'accord. Et il n'y a rien de plus facile à découvrir qu'un secret qui ne cesse de vouloir se révéler. Ah oui. Dès lors qu'on se met en route pour le révéler. On a l'impression que justement c'est extrêmement difficile et notamment ça peut être très difficile de faire parler les gens. Oui, c'est voilà. vrai. Notamment nos grands-parents, nos arrière-grands-parents malheureusement souvent ne sont plus là, mais nos grands-parents sont d'une génération qui parle peu. On a des grands-mères qui ne sont pas nécessairement des grands-mères gâteaux, qui ne sont pas des grands-mères câlins, et puis d'un seul coup on va venir les voir, on va leur poser des questions sur leurs amours à elles, on va les toucher dans leurs histoires à elles, et on en voit beaucoup qui s'ouvrent. Et on en voit beaucoup qui ont plaisir à raconter. Et puis il y a aussi celles qui disent non, pas question. Et il y a aussi celles, ou ceux, les grands-pères, qui disent tout ça c'est dans la boîte, quand je serai mort, vous verrez. Mais pour l'instant, on ne touche pas à mon histoire. D'accord. C'est toujours intéressant aussi. Mais en fait, vous pensez, par expérience, vous allez me répondre, qu'une grand-mère va parler plus facilement à sa petite fille qu'à sa fille ou à son fils. Oui. Ouais, d'accord. Oui. C'est important parce que parfois, les parents veulent faire le lien et posent des questions, mais là, il n'y a pas de réponse la plupart du temps. Il faut vraiment que les petits-enfants aillent chercher les réponses. Les grands-parents, ils sont faits, les arrière-grands-parents sont faits pour nous apprendre la transmission. Les grands-parents sont faits pour nous apprendre l'amour. Et les parents sont faits pour nous apprendre le surmoi, la discipline, l'insertion dans une société. Okay. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces générations. Et une fois qu'on a fait ça, on va devenir nous à la fois des parents, et un jour on sera des grands-parents, et un jour on sera ceux qui vont transmettre à nos arrière-petits-enfants. Moi j'ai une petite fille qui me dit moi ce que je voudrais c'est que tu connaisses mes enfants. Je voudrais trop que mes enfants aient une arrière-grand-mère. Voilà. C'est la transmission. Ouais. C'est beau. C'est beau ça. Et est-ce que de tous les consultants qui sont venus vous voir, vous avez comme ça des secrets qui ont été révélés sans nous dire quels sont ces secrets, mais est-ce que ça s'est réellement déroulé comme ça? Ils ont découvert des choses lourdes? Bien sûr, des choses lourdes. Le plus gros des secrets étant le secret de la paternité. Ah oui. Voilà. Quelqu'un qui m'a dit un jour, je viens vous voir parce que je voudrais être sûre que ma mère est bien ma mère. Waouh. Eh bien, grâce au juge de paix, à l'acte de naissance, nous avons vu que sa mère était vraiment sa mère et que non seulement elle l'était, mais elle l'avait tellement aimée avant même qu'elle soit née qu'elle l'avait mise à l'abri. Ça change toute une vie. Ça. Ah oui, en effet. Oui. Mais c'est quand même quelque chose de très particulier de penser que sa mère peut ne pas être sa mère. Oui, quand même. C'est très particulier. C'est lié à la relation qu'on a eue avec sa mère. Ça raconte toute une histoire d'enfance, du chagrin. Les trois quarts du temps, il y a la colère, sous la colère de la peur, et sous la peur de la tristesse et des peines. Et quand on arrive à creuser aussi profond que ça, ce que l'on croyait être du plomb devient un vrai trésor, et notre héritage. C'est un peu de l'alchimie. C'est ce que j'allais dire. Et moi, j'aime bien ces histoires d'arbres que j'appelle volontiers l'arbre alchimique. Parce qu'on arrive avec un sac à dos chargé à plein, voire des trucs qui dépassent et des boulets qui traînent. Et quand on a travaillé 1 an, 2 ans, et que l'amour commence à pousser en soi, et qu'on finit par aimer cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère parce qu'on les comprend, et ben c'est bon, on a gagné. On a gagné sa liberté, on n'a plus que de la lumière. De l'or, quoi. De l'or. Et ça peut aider à faire disparaître des pathologies, que ce soit lourd ou que ce soit des choses légères, mais qui nous enquiquinent un peu la vie, quoi. Oui. Des petites douleurs, des trucs qui passent pas. Des petites douleurs, surtout que les maladies qu'on a, elles ont toujours un sens, elles viennent nous parler, elles viennent nous interpeller sur un terrain qu'on n'a pas encore assez exploré. Jung disait, ce ne sont pas vos maladies qui vous guérissent, ce n'est pas vous qui guérissez vos maladies, pardon, ce sont vos maladies qui vous guérissent. Ah oui. Donc elles sont là pour nous faire travailler, nous. Comment vous en êtes arrivé là? Comment on devient un spécialiste en psychogénéalogie et psychanalyse transgénérationnelle? Moi, je suis devenue d'abord kinésithérapeute, donc j'ai appris à toucher, à
entrer dans les gens. Et c'est un métier absolument magique car les patients sont d'une générosité impressionnante, impressionnante. Et puis après, ostéopathie pour affiner, le toucher, et puis après, encore d'autres choses, puis encore d'autres choses, puis encore d'autres choses, voilà. Et puis un jour, je me suis dit, ce qui m'intéresserait quand même, c'est l'histoire de vie. Comment on pourrait trouver un bouton, juste un bouton, qui ferait que d'un seul coup, toutes nos peines, tous nos chagrins qui sont dans nos cuirasses, dans nos fascias, dans nos muscles qui nous font mal pendant des décennies et des décennies, tout, on lève le bouton, on ouvre le clapet et hop, tout circule. Et la fluidité revient, la lumière se répand partout. Et donc j'ai commencé avec une école à Lyon de psychogénéalogie. D'accord. Voilà. D'une élève de Alessandro Jodorowsky. Je suis allée travailler pendant de nombreuses années avec Olivier Soulier dans son école Sens et Symbole. Okay. J'ai travaillé sur le sens, sur la symbolique, comme ça me parlait beaucoup, j'avais déjà beaucoup, je me suis reconstruite là-dedans. Et puis après, j'ai suivi l'école de Didier Dumas, qui s'appelle Le Jardin d'Idées à Paris, dans laquelle j'ai appris la psychanalyse transgénérationnelle. D'accord. Voilà. Okay. Avec des psychanalystes qui travaillent sur l'arbre généalogique et qui, dans l'arbre généalogique, intègrent un élément majeur qui est le fantôme. Le fantôme. Le fantôme. Qu'est-ce que c'est ce fantôme? Le fantôme, c'est un inachevé, ça on va le retrouver dans la psychogénéalogie, c'est un débordement émotionnel tellement puissant qu'il faut plusieurs générations pour l'éponger, qu'il faut peut-être plusieurs générations pour le maîtriser. C'est une honte énorme qui va nous mettre à l'écart de tout, de la famille, de la fratrie, de la société, qui va créer des psychoses, qui va créer des enfants autistes, qui va créer des dépressions d'enfants. Et on ne comprend pas. Et pourquoi j'ai ça? Pourquoi c'est des mots bizarres, c'est des attitudes bizarres. Et un fantôme, c'est quelque chose que je n'ai appris que dans la psychanalyse transgénérationnelle avec un être étonnant qui s'appelle Bruno Clavier, qui est un psychanalyste parisien qui a repris l'école de Didier Dumas à la mort de Didier Dumas, qui s'appelle Le Jardin d'Idées, dont Daniel Flammenbaum, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un médecin gynécologue, médecine traditionnelle chinoise, qui a écrit un bouquin absolument génial qu'il faut lire, toutes les femmes, et les donner à toutes nos filles et nos petites filles, qui s'appelle... Écoutez bien le titre. Qui s'appelle, tiens... voilà, écoutez bien, moi je me suis mise en posture d'écoute. Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Ça va revenir avant la fin, je l'aurai retrouvé. Femme désirée, femme désirante. Femme désirée, femme désirante. Je le note. Oui, et toutes les femmes en désir ou en recherche de désir ou en perte de désir ou en compréhension de leur désir devraient lire ça. Donc, nos adolescentes, à partir de 16 ans. D'accord. Surtout les filles d'aujourd'hui. Je le note aussi. Absolument. C'est un cadeau à offrir. J'avais une dernière question, Noël, sur les secrets. Ah, les secrets. Parce que parfois, on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est la façon de le dire et c'est le moment pour le dire. Il n'y a rien de plus attentif qu'un enfant qui joue dans un coin avec des adultes qui discutent dans un autre coin et qui parlent. Donc l'enfant emmagasine énormément de connaissances, de données, de savoir. Et un jour il dira, mais oui, je le savais, bien sûr. On ne fait pas suffisamment attention à ça. Hein. On a toujours l'impression que l'enfant, comme il ne parle pas, ne comprend pas. Ou alors justement, c'est le moyen que l'on trouve pour le lui dire sans le lui dire. Ah, d'accord. C'est des fois bien plus subtil. Oui, d'accord. Alors oui, bon, moi je suis pour dire les choses. Moi je sais qu'il faut dire les choses aux enfants, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. D'accord. Et qu'il y a un moment pour que l'enfant entende aussi. Et il faut dire des choses que l'enfant est capable d'entendre. Françoise Dolto, elle disait, un enfant
on peut tout lui dire. C'est comme ça qu'elle a créé les classes vertes. Hein. C'est comme ça qu'elle a créé les maisons vertes, où elle accueillait les jeunes mamans avec des bébés de 2 mois, de 3 mois, à qui elle parlait, tu vois, ta maman, quand elle t'a laissé, elle t'a donné son nom, elle t'a donné ce prénom, c'est le lien qui te lie à elle. Et oui, tu ne la verras plus, mais oui, tu la portes en toi et tu l'auras toujours en toi. Et ça, c'est une parole qui reconstruit. Bien sûr. Et c'est une parole qui fait que il n'y aura pas de secret. Ouais, un secret, c'est pourquoi ma maman m'a abandonnée. Parce que je suis donc à ce point pas aimable pour qu'on m'abandonne. Je suis à ce point monstrueux pour qu'on m'abandonne. C'est une douleur, une fracture, une rupture dont parfois on ne se remet jamais, même si on a des parents adoptants qui sont les meilleurs parents du monde. Et le pire, c'est de cacher justement qu'on n'est pas le vrai parent. Ou... Oui. Ça, ce sont des... Oui. Ça peut entraîner des dépressions plus tard, enfin des choses graves. Oui. Quoi. Et il y a des pays, scandinaves entre autres, il n'y a pas longtemps, je lisais un article, et je crois que c'est en Allemagne, où les jeunes mères seront obligées de mettre le nom du géniteur. Ah oui. Le père de cet enfant, c'est un tel. Point. Ça rentre dans un secret auquel l'enfant aura accès dès qu'il en aura le besoin, le désir. Hein. Il faut qu'il y ait un désir autour de ça, c'est important ce désir. Mais on ne peut plus accoucher sous X et cacher complètement. Je crois que c'est la pire chose qu'on puisse faire à un être humain, c'est le priver de ses origines. Oui. Ses racines, oui. Comprendre d'où il vient. C'est la nuit originelle, c'est l'acte originel qui va nous mettre au monde auquel nous avons assisté, puisque il faut être 3 pour faire un enfant, il faut 3 désirs et pas simplement 2, sans être là et dont nous sommes le témoin, le porteur de flambeau. Et on nous prive de ça, donc on nous enlève notre lumière d'incarnation tout de suite, c'est un crime sans nom. C'est un crime sans nom. Et pourtant, toutes les femmes qui n'ont pas de géniteur et qui passent par un laboratoire... Oui, mais ça ne fait rien, ça, on peut le dire. Mais on peut savoir qui c'est quand même. Non, mais on peut au moins dire, parce que des fois, les dons sont anonymes. Oui, voilà. C'est des dons de sperme anonymes ou des dons d'ovules anonymes. On va rentrer, hein. Ce seront tous les prochains secrets de famille. Oui. Là, on a des secrets de famille. Moi, je suis confrontée à des secrets de famille qui sont des secrets de la honte, des secrets du père, le nom du père. Et puis aussi, des fois, des secrets de famille qui sont des choses beaucoup plus violentes que ça, qui seront, par exemple, je pense à Jack Nicholson, qui est le fils de sa sœur. Ah oui. Voilà. D'accord. Et élevé par sa grand-mère, qui lui a fait croire qu'elle était sa mère. Oh ça arrive souvent, ça. Donc ça, dans un arbre, on le voit bien. Ah oui. Parce que quand on a la fille aînée qui a 12 ou 13 ans, et que le dernier enfant arrive, on a le droit, on a même le devoir de se poser la question de savoir si c'est l'enfant de la sœur ou si c'est l'enfant de la mère. Élevé par la mère, qui cache qu'elle est la grand-mère. Là, c'est des situations extrêmement compliquées. Et ça arrive. On en voit beaucoup. D'accord. Enfant du père, le père étant à la fois le grand-père, ah là là. et la sœur étant à la fois la mère. Et mais j'imagine que parfois vous confrontez les gens à des choses difficiles. Oui, mais on prend le temps. Oui. Françoise Dolto disait, dès les premières consultations, on doit savoir où notre consultant va aller. Et à partir de là, notre travail consiste à lui donner tout le temps dont il a besoin pour y arriver. D'accord. Nous l'accompagnons. Et oui, parce que ça remue, oui, tout ça. Et il faut du temps entre 2 consultations pour que, justement, le travail se fasse. Ça s'appelle l'après-coup. D'accord. Ça porte bien son nom. Oui, c'est l'après-coup. Ok, et ben, donc si on a besoin de venir vous voir, si on a envie de chercher un petit peu dans notre... fouiller un petit peu dans notre passé, dans notre vécu d'abord, et puis ensuite dans celui de nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, on peut donc venir vous voir. Avec plaisir. À Vigneulles, oui. C'est en Côte d'Or. C'est en Côte d'Or, voilà. À côté de Beaune. À côté de Beaune. Mais aussi à Lyon, où je consulte. D'accord. Mais aussi à Paris, où je consulte, où j'ai 2 jours de consultation par mois,
Et à Lyon, 2 ou 3 jours de consultation par mois. Super, on mettra toutes les adresses et toutes les coordonnées nécessaires sur le blog pour que vous puissiez consulter Noël. Parfait, voilà. je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Noël. Beaucoup.